C'est bon. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce cycle de conférences des mardis du projet urbain. Mesdames et messieurs, chers collègues et chers étudiants, je tiens tout d'abord à remercier l'Institut de géographie et de durabilité qui nous accueille et qui soutient ce projet de cycle de conférences. Également l'équipe organisatrice de ce cycle, qui est composée d'Antonio D'Acunha, du professeur Antonio D'Acunha, de Christophe Katsaros de la revue Tracé, de Pierre-Yves Delcourt également de la Fédération suisse des urbanistes, de Benoît Dugas de l'UNIL, de Mara Lepori, de Guillaume Blatti et de Marcia Curchot, enfin, toute l'équipe organisatrice qui ont permis l'organisation et la tenue de ce cycle de conférences. Donc c'est un cycle de conférences qui se déroulera du mois de mars à juin. Et nous aurons le plaisir d'accueillir 5 conférenciers à raison d'une fois par mois. 5 conférenciers des concepteurs qui ont des colorations spécifiques, qui sont soit plutôt des architectes, des urbanistes ou des paysagistes, et qui développent au sein de leur cabinet des réflexions spécifiques et des postures spécifiques en lien autour de la question du projet et de l'habitabilité. Donc nous sommes très heureux que ce cycle de conférences ait lieu ici, dans la mesure où c'est un lieu symbolique, puisque l'Institut de géographie et de durabilité développe via le professeur Antonio D'Acunha, qui a porté depuis plus de 10 ans une formation d'enseignement autour de l'urbanisme durable et de l'aménagement des territoires, qui est accrédité par l'APERO, donc l'Association internationale pour la promotion et l'enseignement de la recherche en aménagement et en urbanisme. Donc dans ce cadre-là, il nous semble effectivement opportun de débattre et de croiser des savoirs qui sont issus à la fois des savoirs théoriques et des savoirs pratiques. Et c'est ce qui nous motive à la fois du point de vue de l'enseignement et de la mise en place de ce type de conférences qui sont à la croisée des savoirs et qui nous permettent d'apporter de la controverse du point de vue académique et opérationnel. Ce qui nous motive principalement aujourd'hui, c'est de débattre autour de... Et ce cycle de conférences, en fait, abordera ces débats autour de la question de l'habitabilité dans le cadre des projets d'aménagement, et ce, à plusieurs échelles. Donc on aura une traverse d'échelles et de questionnements autour de ce concept d'habitabilité qui cristallise pas mal de pratiques actuelles et pas mal de projets de recherche également. Et ce, selon 2 versants. À la fois des dispositifs techniques qui sont mis en place pour développer une approche de conception formelle d'aménagement, et puis également un rapport plus de l'ordre des représentations et des usages, comment effectivement on usite ces espaces, et de quelle façon on rend la ville habitable, de quelle façon on la compose, et de quelle manière rendre l'espace davantage habitable pour les habitants. Ce sera l'occasion pour nous de voir de quelle façon effectivement on a des expérimentations de méthodes de travail qui sont renouvelées par ce biais. Et donc, pour témoigner de cette évolution de pratique, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Bertrand Vignal. Bertrand Vignal est directeur de projet, associé et fondateur de l'agence BASE depuis 2000. Il dirige depuis 2007 l'antenne lyonnaise et pilote l'ensemble des projets à l'outre-mer. Il commence ses études par un cursus universitaire de biologie et se spécialise en écologie des milieux naturels, notamment les milieux humides tels que les tourbières et les marais, ainsi qu'en géologie. Son attrait pour le paysage et les questions d'aménagement du territoire le mène à intégrer l'ENSEP à Versailles, où il apprend la conception de projets territoriaux et urbains, toujours soucieux de leur intégration écologique dans un territoire et un biotope existant. Il développe également une recherche particulière sur l'écologie urbaine et le comportement des végétaux dans le milieu difficile exigeant de l'espace public. Ses convictions sur le paysage le mènent généralement à concevoir des projets durables à l'échelle du temps et du territoire. En 2013, Bertrand Vignal mène au Venezuela une étude importante sur l'évolution urbaine de Caracas. Cette expérience lui permet également d'acquérir une solide connaissance de différents milieux tropicaux. Bertrand Vignal travaille sur les projets de l'agence liés
à de très grands territoires, avec une prise en compte du grand paysage, de sa dimension géographique et naturelle. Il développe actuellement avec son équipe lyonnaise un projet sur le territoire industriel de la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, ainsi qu'une réflexion sur le devenir paysager de l'agglomération de Montpellier. Il partage avec ses deux associés parisiens et bordelais la même passion de l'imaginaire que peut produire et porter un paysage pour le plus grand, mais aussi pour les plus jeunes. Bertrand Vignal enseigne occasionnellement à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et de Marseille. Et nous avons le plaisir donc de l'accueillir ce soir pour ouvrir ce cycle de conférences. Je mets mon petit micro, c'est bon? Vous m'entendez? Eh ben, bonsoir à tous. Alors merci de m'avoir invité déjà. C'est avec grand plaisir là, que je suis ce soir devant vous. Je vais vous présenter le travail de l'agence, de l'agence lyonnaise, parisienne et bordelaise, un peu les trois. Tout ça, c'est assez mixé. J'ai plutôt décidé de faire un système un peu cœur ouvert, une agence, les fondements, de quoi on est parti, et puis ce qu'on peut retrouver dans les projets. Il y a pas mal de projets, c'est assez dense, donc je vais peut-être aller un peu vite sur des éléments. Donc après, il y aura des questions, on pourra en reparler. Donc moi, je suis architecte paysagiste ou juste paysagiste. Enfin, en France, le métier n'est pas protégé et ça permet aussi une liberté. Hein. Il n'y a pas d'ordre, par exemple, pour les paysagistes. Donc du coup, ça me permet de naviguer un petit peu aussi à la limite de plusieurs champs, aux confins un peu de plusieurs sujets. Et c'est vraiment ça le paysage, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment où on va. Il y a plein de choses, plein de paradoxes, pas mal de doutes. Et c'est plutôt ça qui fait avancer. Et on cultive, et on essaie de cultiver ça en se disant, voilà, on n'est pas sûr des choses, il n'y a pas de vérité, mais on essaie d'avancer dans le monde de la ville, de l'urbanisme, du paysage, de la manière la plus intéressante possible. Alors, donc BAS, c'est une agence à peu près d'une trentaine de personnes qui est sur un peu 3 sites. Voilà, on a une quarantaine d'années, ça fait une grosse dizaine d'années qu'on travaille et qu'on fait des marchés publics. La première partie un petit peu de cette intervention, c'est un peu sur ce qui est constituant pour l'agence. Et notamment pour nous trois associés. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le potager du roi à Versailles. C'est l'école nationale supérieure du paysage de Versailles. Il y a plusieurs écoles en France. Nous, on a fait celle-là. Elle est constituante. Elle est constituante pour l'enseignement, pour l'expérimentation, pour le rapport qu'il y a sur la question des grands territoires. Hein. Vous verrez Michel Desvignes qui va venir ici, Miguel Georgiev qui ont fait cette école aussi. Michel est l'ambassadeur aussi de cette école un peu française sur la question des larges territoires. Et c'est assez surprenant parce qu'on est dans un des systèmes les plus classiques au monde qui est le cœur du paysage avec ce potager qui est au cœur du château de Versailles. Je ne me suis pas trompé de diapo, hein, ça ne s'est pas glissé comme ça par hasard. Ça c'est le bon, la brute et le truand. C'est pour vous dire, nous c'est un peu, on est 3 associés, ça c'est mes 2 autres associés. J'en parle parce que c'est constituant pour moi, pour le travail en agence, le fait d'avoir un regard extérieur sur la question un peu justement des sujets. On n'a pas du tout la même vision du monde, hein, donc il y a la brute, le bon et le truand. Voilà, moi je vous laisse décider qui je suis à la fin, mais voilà, c'est assez important. En tout cas, quand on partage un même ensemble, mais on ne partage pas obligatoirement les mêmes convictions, et du coup ça pose des questions et ça permet de s'interroger. Et ça, c'est une bonne association aussi. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas prévu. On peut se mettre ensemble parce qu'on a une vision commune. Nous, ce n'était pas le cas. Et du coup, c'est ça qui permet aussi de se reposer des questions. La hache, qui est le logo de l'agence aussi, et qui vient un peu d'un sujet hache, paysagiste. Alors, c'est un peu étrange, mais d'un texte d'Édouard André, là, qui est un paysagiste du 19e siècle français, en gros, qui explique qu'on peut faire sans exotisme, avec juste ce qui existe dans le paysage, et juste une hache. Voilà, la hache seule, en quelques jours, créa ce coin de tableau sous ma direction, dans le parc de l'Orne. Il ne fait que s'embellir depuis. C'est-à-dire juste avec un travail peut-être de gestion à des endroits, on arrive aussi à créer un paysage sans sortir l'armada des artifices. Et donc il y a
une subtilité qui peut être assez intéressante. L'imaginaire, je l'ai mis ici parce que c'est vraiment l'élément fondateur un peu de notre agence. On essaie de garder ça dans les projets, c'est très difficile. La réalité arrive tous les jours au quotidien avec son lot de complexité et puis de questions techniques, mais il faut essayer de garder un peu une espèce de fraîcheur. Et ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, avec des espèces d'allégories, de sujets, de rapports, d'images qui n'ont rien à voir. Voilà, j'ai demandé à mes associés là, de m'écrire une petite phrase pour cette conférence. Le premier, il m'a écrit 3 vecteurs, le risque, le détournement et le mystère. Le paysage est une fiction qui se colle sur une réalité capable de fixer des modes de vie. Voilà, lui, c'est sa vision du paysage. C'est comme ça qu'il voit sur la question, en tout cas, du détournement et du mystère, qui est un peu quelque chose qu'on essaie de mettre en place. C'est toujours difficile par rapport aux commandes publiques, mais ça me paraît important. L'autre, il m'écrit Clément, nous ne faisons pas du paysage parce que nous aimons les arbres et les fleurs. Bon, un petit peu quand même. Nous le faisons parce que nous aimons le risque et le vertige. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire comment on peut peut-être se positionner un peu différemment dans un territoire, trouver des forces un peu vives pour que le projet garde ça le plus longtemps possible. Voilà. Et le paysage est le royaume des interrelations entre les forces visibles et invisibles. On pourrait faire une liste complète comme ça. Il pourrait y avoir 15 citations qu'on invente. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas sûr, on regarde, on cherche. En tout cas, on pense qu'il y a cette notion de risque qui est assez importante, qu'on verra dans les images après, notamment sur les aires de jeu, se jeter dans le vide. Ces lieux aussi, c'est vrai qu'on est assez frustré des fois quand on fait des projets de paysage, que quand on voit les vrais paysages, hein, quand on voit les forces de la nature, on n'est jamais à l'échelle. Mais en tout cas, ça nous inspire. On ne sait pas comment ça ressort dans les projets, mais ça ressort. Et donc se cultiver, prendre des photos, voilà, regarder les choses et essayer de comprendre pourquoi les gens se posent à un endroit, c'est assez important. Pourquoi ils se mettent dans le vide, pourquoi ils se mettent à côté, pourquoi ils se mettent à 2 mètres du vide ou décalés ou sur telle ou telle petite chose. C'est un peu pareil pour justement tous les éléments naturels, notamment la question de l'eau, la question des forces de la nature, comment on peut la prendre en compte dans le projet, comment des événements, comment la nature nous rattrape. On connaît tous les inondations, des choses comme ça, mais justement comment on prend ça un peu, comment on prend part là-dedans, et puis ça ouvre la question du risque. On le verra dans le projet de la vallée de la Chimie, comment on peut vivre dans un territoire de risque, et notamment aussi à Montpellier par rapport à des grands événements pluvieux. Ça, c'est mon autre associé qui m'a donné cette photo. Pour lui, c'est assez important. Et cette question de la découverte du paysage, et notamment autour, alors on est tous les 3 motards, mais c'est une manière aussi de voir les choses depuis la route. C'est différent dans une voiture, on prend un peu les odeurs différemment. Et c'est aussi une manière de voir le paysage, c'est une manière de constituer les routes et de réfléchir à ces choses-là. Une image qui vient d'un film de Raymond Depardon, qui pour moi est assez important. C'est dans Profil paysan. Je ne sais pas si vous connaissez cette série avec trois films sur la question de l'agriculture. Hein. Quand on est un paysagiste, la question de l'agriculture arrive tout de suite. Et on projette souvent aussi des questions, un peu des réflexes et des envies un peu de parc et d'organisation. Et ça pose plein de questions en ce moment. On voit tous les problèmes qu'il y a avec l'agriculture. En tout cas, voilà, c'est un sujet et il va falloir essayer de réfléchir à ça et de voir comment on peut intégrer ça dans nos projets. Ça, c'est une petite image de La Flûte enchantée de Mozart. Pourquoi La Flûte enchantée? Parce que la musique, c'est important, en paysage aussi, parce que la manière dont on entend les choses, ça permet de changer le regard. Vous voyez, quand vous écoutez, par exemple, dans la rue, une musique, le paysage n'est pas tout à fait le même, on n'est pas le même regard. Est-ce qu'on peut intervenir là-dessus? Ça peut être intéressant. Mais surtout, ce qu'il y a à travers ça, c'est un peu l'esthétique et le merveilleux. Le merveilleux, comment on peut essayer de garder des choses comme ça, comment on peut faire rêver les gens, comment on peut imaginer un autre monde. On a tendance souvent à relier les choses, à vouloir que tout soit un petit peu au même niveau pour qu'il n'y ait plus d'endroits, mais le mystère, c'est un vrai sujet de paysage, notamment dans peut-être le monde actuel où les choses sont ultra connectées. Comment on peut garder du mystère dans les éléments. Et il y a cette image que j'aime bien, moi, de Nicolas Ledoux, là, qui est quand même un architecte assez utopique, avec cette boule-là, d'extérieur ultra lisse, et à l'intérieur, qui est une grotte, avec un imaginaire et un monde qui se développe. Ça, pour nous, c'est un vrai sujet de paysage. Dans la même idée, là, je vous mets vraiment des choses qui me sont assez personnelles, finalement, je vous les mets comme ça. Il y a ce parc à Beaumarzo, dans le Latium, au nord du Latium de Rome, qui est
qui est un endroit fabuleux. Hein, si vous ne savez pas quoi faire cet été, vous pouvez y aller le matin, à 8 h du matin, qui est le parc des monstres, hein, qui a été construit vers 1550 à peu près, donc en pleine Renaissance italienne, en hommage à l'amour d'une femme qui a été abandonnée. Donc ça parle voilà, de l'imaginaire et puis après de l'abandon et comment on peut reprendre les choses après ce qu'on ne fait pas un élément et un espèce d'acte unique en paysage. Et ça pose aussi la question de comment les choses évoluent. Souvent les jardins ou les parcs étaient des éléments assez constitués avec une image finie. Ça, pour nous, c'est révolu. Cette idée, elle est révolue. On pose des jalons, on pose des choses, mais d'autres les reprendront. Et il faut trouver comment on amorce la chaîne pour mettre tout ça en place. Mais ça n'empêche qu'il faut essayer de trouver et de garder une sorte d'imaginaire qui puisse être renouvelé le plus possible. Pareil sur cette photo, là, je crois que c'est en Pologne. Cette photo, elle est très surprenante, elle a pas mal circulé. Pourquoi il y a eu cet accident? Pourquoi les arbres ont cette forme? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? On ne sait pas. En tout cas, ils ont cette forme. En tout cas, c'est surprenant. Et ça peut faire aussi des bancs. Et puis, si on s'interroge un peu plus, voilà, ça pose d'autres questions sur la forme végétale, sur le mystère qu'il peut y avoir autour de cet événement. Et on fonctionne pas mal aussi donc, en analogie entre les éléments du territoire et puis là, une aire de jeu et un belvédère là, qui est assez surprenant, je crois, qui est dans l'est de l'Europe. Autre élément qui nous semble vraiment constituant pour l'agence, c'est la question du jeu. La question du jeu en ville. Donc vous allez voir, moi je vais faire des sauts d'échelle entre du macro et du micro, peu de choses intermédiaires. Mais comment on peut s'approprier des lieux et voir le paysage autrement, justement parce qu'on fait autre chose dans la rue que juste circuler et être sur son téléphone portable. Et de la même manière, il y a la question un peu du détournement, qui est un élément qui me semble assez important dans le sujet du paysage, c'est-à-dire comment des choses qu'on dessine peuvent être détournées pour d'autres sujets. Et donc on peut être multifactoriel, multi-usage sur un élément, dans un monde qui est un peu difficile au niveau argent, notamment dans la question des marchés publics en France, comment on peut essayer de coupler les choses ensemble. Sur cette question imaginaire, j'étais obligé de mettre ça c'est une prairie chez mes parents, parce que c'est constituant aussi. C'est la diversité qu'on peut avoir suivant les milieux, notamment, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, des milieux humides, sur les choses se jouent à 20-30 cm dans le sol. Les plantes, elles s'installent avec une différence de 20 à 30 cm, suivant le taux d'humidité. Donc ça, c'est la richesse, c'est la connaissance qu'il faut avoir, et ça prend du temps. Il y a des spécialistes, ici il y en a qui doivent être très bons dans ça, mais il faut essayer de ne pas résumer, par exemple, l'écologie à un système unique. Tout ça, c'est assez complexe, et notamment aussi parce qu'il y a de la diversité. Il faut prendre la diversité en compte. Moi, j'aime bien ces petites images, parce que j'avais des collections de papillons quand j'étais petit, mais voilà, il y a beaucoup de choses, c'est l'évolution, et comment on peut s'inspirer de ça. En tout cas, nous, ça nous inspire, et c'est plutôt constituant. Ensuite, il y a le récit. Il y a l'imaginaire, puis il y a le récit. C'est une manière, nous, aussi de travailler les projets. On les met en récit. C'est comme ça qu'on entre dans l'histoire. C'est comme ça, c'est le nôtre, il est personnel. On le donne lors de nos concours ou on ne le donne pas. C'est une manière de fonctionner, c'est une méthode de travail aussi. Et puis, ça ouvre sur tous les travelling, toute la question cinématographique. On est quand même ultra proche de la question du cinéma, dans son regard, dans la manière de faire. Ça, c'est des images du mépris, qui est pour nous, pour moi, peut-être plus, voilà, qui a été un vrai révélateur de la manière dont on peut voir le paysage, et puis aussi, peut-être, ça c'est le clin d'œil, mais comment on peut s'installer dans un paysage avec cette villa à Malaparte, même si voilà, ça ne parle pas des complexités urbaines. Donc, je vais vous présenter ce que j'appelle deux manipulations territoriales, parce que voilà, on est un peu à grande échelle. Une première qui est sur Montpellier, qui est en cours, qui est vraiment au début, donc c'est vraiment des documents quasiment de travail, et il n'y a pas beaucoup de choses encore, mais je voulais en parler. Et puis une autre sur la veille de la chimie, et ensuite ce sera plus des sujets de maîtrise d'œuvre, de parcs et d'aires de jeu. Montpellier Territoire, c'est un projet donc, qui a commencé il y a 2 mois, une commande de la métropole de Montpellier pour en fait faire suite au schéma de cohérence territoriale. Voilà, vous savez, il y a les SCOT, en tout cas en France, qui
essaie d'organiser, on va dire, pour faire simple, l'urbanisme et le développement urbain, entre des zones réservées et des zones à bâtir. Dans les zones à bâtir, comment on peut développer des aménités, un paysage et des usages. Et donc là, l'étude, elle porte sur l'après. C'est-à-dire, quand on a fait le schéma du SCOT, souvent, ça gèle les choses. Mais il n'y a pas de projet derrière. Ça gèle, et puis on regarde. Donc là, c'est comment on met ça, on va dire, en récit. Et justement, comment, en tout cas, on redonne de la proximité. Montpellier est une ville très particulière, qui a été dirigée par un maire assez présent pendant beaucoup d'années, qui a tourné énormément Montpellier vers la mer, qui l'a développé. C'est une ville qui a une croissance énorme par rapport aux autres villes françaises, là, une des plus fortes. Et l'idée, là, c'est de se retourner aussi vers l'arrière-pays, peut-être, pour voir comment on peut développer et se servir de la diversité de Montpellier en termes notamment de végétation. C'est un des territoires les plus diversifiés en écosystème en France, en géologie, en écosystème, tout ça sur le territoire de la métropole. Et puis, l'autre idée, c'est de redonner de la proximité. C'est-à-dire comment, quand on habite dans un lotissement, on peut trouver des choses à 1 km. Comment on y va? Comment on traverse les lignes du territoire? Comment on peut consommer plus facilement avec un vrai circuit local? Voilà, comment on vit à une proximité avec des cercles concentriques de 1 km, 500 mètres, 1 km, 3 km et 5 km, en sortant, on va dire, du schéma peut-être classique de la planification urbaine. Ce plan, on l'a appelé le plan Frankenstein. C'est un plan où on met ensemble toutes les couches qui ont une logique paysagère et on les met ensemble et ça donne ça. Et ça, c'est le paysage, on va dire, administratif. C'est le paysage. En rouge, vous avez les risques d'incendie, il y a des zones de risque d'inondation, il y a l'urbanité, il y a les parties agricoles, il y a la ligne de submersion ici, là. Ah oui, j'ai ça. Il y a la ligne de submersion des eaux, parce que c'est un gros sujet à Montpellier. Et du coup, quand on fait ça, on ne s'y retrouve pas et les gens, ils vivent où là-dedans? Donc c'est quoi un peu leur quotidien? L'autre sujet, c'est la question du réchauffement climatique. On ne sait pas trop où on va. Il y a quand même beaucoup d'études du GIEC qui nous disent attention, ça se réchauffe. On ne sait pas si ça va être 2,5 degrés en 2040, 2050, si ça va être 4, si ça va être exponentiel. On voit que par rapport aux premières études, ça a quand même pas mal augmenté. Cette carte, j'aime bien parce que vous la voyez, elle montre les villes européennes, mais qui sont venues vers le sud, et elle est surprenante en positionnement. Il n'y a pas Montpellier, mais moi je pense que Montpellier va se retrouver dans ce coin-là. On voit que les villes du nord ont fait un grand trajet, ça se réchauffe plus vite au nord. Mais la question, c'est comment on adapte la ville à ce réchauffement climatique. Ça, c'est une question qui est pas vraiment encore, on le sent, géré par les politiques. Ils savent qu'il y a le réchauffement climatique, c'est un sujet, mais l'action qu'il y a par rapport à ça, l'action globale sur un territoire, elle est faible. Et l'idée là, c'est justement peut-être de trouver les méthodes pour avoir une ville la plus résiliente possible, trouver les méthodes d'action, le système qui va mettre ça en place. Donc là, en tant que paysagiste, on travaille aussi avec des urbanistes, avec François Leclerc, avec des bureaux d'études en environnement, des ingénieurs, on n'est pas tout seul là-dessus, mais on essaie de chercher comment on peut transformer cette métropole de Montpellier, avec quelles actions, quel système. Donc on le fait avec un système qui s'appelle le constat d'étonnement, c'est-à-dire comment on reste étonné des choses et des paradoxes qu'il peut y avoir dans une ville. C'est-à-dire souvent on a des choses qui sont mises bout à bout, qui sont l'une à côté de l'autre, qui créent des situations urbaines assez surprenantes. Notamment la question des lignes dans la ville. À Montpellier, il y a beaucoup d'infrastructures. Le territoire s'est développé sous forme d'un amphithéâtre par rapport à la mer. Et puis aussi la question ce qu'on appelait du métabolisme, c'est-à-dire les gens qui vivent et qui génèrent un paysage. Par exemple, un territoire, un domaine agricole, il génère un paysage autour de lui. Un agriculteur, il fait ça, telle personne fait ça. Et comment on peut prendre ça en compte pour mettre ça en réseau? Donc la question des lignes, elle est assez compliquée parce qu'il y a des lignes qui sont très marquées, les lignes d'autoroute, de déplacement, qui font souvent des ruptures et qui créent, on va dire, des isolats, un petit peu comme en écologie. En écologie, les isolats, souvent c'est là où il y a de la diversité qui se développe, mais sur le très long terme. Et là, il y a des isolats, mais est-ce que ça va vraiment créer de la diversité? Ça pourrait être un sujet, justement. Si on est coincé entre des lignes, comment on peut développer un système de patchwork de diversité en s'inspirant de la végétation, par exemple, qui est en place et qui est très diversifiée. Et puis il y a les lignes, notamment la ligne de submersion, qui est un gros sujet.
La mer à Montpellier, si on revient sur la carte, en 2100, on imagine qu'elle est ici. Donc tout ce territoire-là, toutes les petites buttes de ce territoire qui mesurent 20 mètres, qui sont insignifiantes pour l'instant, vont devenir des espèces d'îles finalement. Pas d'un coup, mais au fur et à mesure. Le territoire, un tiers du territoire de la métropole va changer, va évoluer. Donc comment on peut essayer de prévoir ça par des systèmes. On a fait ces petits documents qui sont des petits documents à la main sur un peu les grands systèmes de paysage qu'on a dans le territoire. Et puis vous avez cette image qui est un petit peu la manière dont on veut fonctionner autour du métabolisme vivant qui parle de paysage. Quelque chose qui échappe un petit peu au plan administratif. Quelqu'un a une ressource à cet endroit-là, on le met en réseau avec ce truc-là, on le met en réseau avec ça. Et ça, c'est une complexité folle finalement, parce qu'on le fait sur des petites échelles, mais à l'échelle de la métropole, pour essayer de créer des lignes et des vecteurs de développement, des passages d'infrastructures, voilà, c'est pas évident. Alors on en est au début, je ne peux pas vous donner de réponse, je reviendrai peut-être dans un an et je vous dirai comment on a fait, mais c'est pas évident. Ce qu'on a cherché aussi, c'est à regarder ce qui peut être échappé à la carte. On a appelé ça paysage fantôme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais paysage fantôme, ça veut dire quelque chose du quotidien qui échapperait à ces grandes logiques de cartographie qui, on va dire, régulent le paysage. Quand on enlève l'agriculture, quand on enlève les zones protégées Natura 2000, quand on enlève les INEF, quand on enlève l'urbain, quand on enlève certains boisements, eh ben, il reste ça sur le SIG, là, il reste des choses qui sont des tâches, sauf que ces tâches, à cette échelle-là, elles ne représentent pas grand-chose, mais en fait, si on regarde, alors vous ne voyez pas grand-chose, bien sûr, mais c'est un paysage fantôme, c'est un peu fait exprès, il y a des petits sujets qui sont là, c'est-à-dire il y a des petits boisements, il y a quelque chose d'à côté, du quotidien, qui échappe justement au récit métropolitain. On a tendance à privilégier de relier une grande entité avec une autre grande entité. C'est normal, c'est important, ça peut faire une armature de parc, quelque chose comme ça. Mais au quotidien, quand on sort de chez soi, quand il y a un agrandissement, quand on donne à un promoteur immobilier une parcelle, comment il reste quoi? C'est quoi ce qui se passe sur la lisière? Voilà. C'est ça le paysage fantôme. Le paysage fantôme, c'est ça, et ça rentre dans aucune cartographie. Et nous, ça nous semble intéressant de commencer à se réintéresser à ça. Alors, il y a plein de monde qui a regardé ça, Gilles Clément, puis plein de monde, c'est un peu le tiers paysage, c'est ce qui est à côté. Mais là, il faut le faire remonter. C'est pas juste une friche, c'est une écologie, et notamment parce qu'à Montpellier, la diversité végétale et la diversité de l'écologie est forte. Dans un petit lieu comme ça qui pourrait mesurer 1 hectare, on retrouve un nombre de choses incroyables. Donc c'est ça qu'on regarde. Et du coup, ça nous permet, en manipulant un peu les cartes, en rajoutant ce paysage fantôme avec des lieux repérés où des agriculteurs commencent à faire des choses, commencent à s'installer, là où la ville et la métropole commencent à installer des systèmes de réseau, ça permet, voilà, on appelait ça les gisements acclimatés, c'est-à-dire de faire des lieux sur lesquels on va focuser pour se dire, là, il y a intérêt à faire des choses et on peut mettre ça en réseau. Et pour nous aider, parce que c'est la cartographie, on a des thématiques, notamment le territoire productif autour de l'agriculture, l'équité territoriale. C'est important de savoir comment un territoire peut être équitable entre toutes les parties de la métropole, la mobilité, positiver le risque, notamment à Montpellier par rapport à des inondations. Montpellier, il y a en 3 ans, là, ils ont pris 2 crues qui sont à peu près millénaires. Il faut remettre tous les calculs à plat. C'est surprenant, c'est-à-dire ils se sont pris des 10 mètres d'eau comme jamais on avait vu. Et c'est ça aussi le réchauffement climatique, c'est-à-dire que les choses deviennent plus fortes, plus intenses, quoi. Et donc il faut recalculer les choses. Et puis la question dont je vous parlais, la bordure paysagère, et comment ça on peut le rentrer dans des documents d'urbanisme. Quelle valeur ça a? C'est pas évident, parce que tout le monde en parle, la lisière, mais pour la constituer, c'est jamais évident. Et le but, à terme, bien sûr, c'est d'essayer de faire peut-être un métaparc métropolitain, constitué de multitudes de choses, de systèmes intégrés les uns dans les autres, mais en tout cas, qu'on trouve à côté de chez soi, comme un système un peu fractal, qu'on trouve à côté de chez soi, des réseaux pour partir plus loin, sans prendre sa voiture, et puis on retrouve à côté de chez soi des choses qui sont les mêmes qu'un peu plus loin, et ainsi de suite.
Ensuite, il y a le projet de la vallée de la chimie, sur lequel on a travaillé l'an dernier avec l'agence OMA, avec Marcus qui est ici, derrière vous. On a appelé voilà, ça Action en territoire hermétique. L'agence OMA, c'est une agence d'architectes et d'urbanisme hollandaise, là, qui est Rem Koolhaas, là, qui est un peu un master dans son domaine, avec un bureau d'études aussi qui s'appelle SAFEJ, et toute une série de co-traitants autour de la question des risques. La grosse question ici, c'est un peu de savoir, en tant que paysagiste, qu'est-ce qu'on peut faire dans un site comme ça. Et les thématiques, elles touchent bien sûr l'échelle métropolitaine, la structure un peu générale du territoire, le potentiel productif que peut avoir un site comme ça, et puis la gestion qu'il peut y avoir à long terme. Donc, la vallée de la chimie, elle est à Lyon. Là, vous avez le centre de Lyon, toute la métropole ici, et là, vous avez un grand territoire qui fait 5000 hectares, dont un cinquième est occupé par des sites industriels qui produisent une grosse chimie assez lourde. Donc il n'y a pas beaucoup de situations comme ça en Europe. Il y a une dizaine de chemparks de ce potentiel-là. Elle est très marquante au niveau paysage parce que c'est la porte du Sud pour tous les Hollandais qui descendent. Souvent, beaucoup de monde, des millions et des millions de personnes traversent ce paysage dans l'année. C'est ça qui est surprenant. Et pourtant, ils traversent une des zones les plus dangereuses, en tout cas en Europe. Elle a une position aussi particulière parce qu'elle est à cheval entre la métropole de Lyon, la métropole de Saint-Étienne ici, celle de Vienne, c'est pas une métropole mais la communauté d'agglo de Vienne, et voilà, elle est en lien entre les deux. Pour des histoires de football, eux, ils ne s'entendent pas avec eux, mais ça évoluera un petit peu, mais bon, on espère. Mais en tout cas, ça, c'est sans doute l'avenir, c'est-à-dire un peu la méga métropole qui fait lien autour justement de ces vallées, autour de son territoire, et qu'est-ce qu'il met en commun. Ce qui est surprenant, c'est qu'ici, on a la vallée du Gier, autour de Saint-Étienne, qui est le patrimoine de la première révolution industrielle, c'est-à-dire les mines, l'acier, avec beaucoup de restes de bâtiments magnifiques. Et ça, avec de la chimie, c'est surprenant parce qu'il n'y a aucun bâtiment magnifique, quoi. On n'a rien, c'est un territoire vivant. Et ça, c'était surprenant de travailler sur un territoire qui est encore en mouvement finalement. Donc là, il y a eu un travail du coup avec OMA sur les imaginaires de la vallée. On retrouve cette question des imaginaires. Comment, au fur et à mesure du temps, la chimie a été perçue dans la tête des gens. Comment elle a été positive. Avant, la chimie, c'était positif, c'était le progrès. Il y a beaucoup de pubs où on valorise les nylons qui étaient construits sur des soupules, vous voyez, les soupules des années 70 un peu, là, qui reviennent à la mode. Ça, c'était valorisé. Maintenant, on ne fonctionne plus du tout comme ça. Un des gros changements, ça a été autour du moment de Tchernobyl et de la guerre du Golfe. Dans la tête des gens, la chimie est devenue vraiment un élément plutôt dangereux. Et là, on a voulu, et depuis, la courbe, on va dire, d'attrait pour la chimie a plutôt diminué. Et puis on ne sait pas, en fait, on sait pas ce qui... On veut avoir des choses... Tout ça, c'est de la chimie. Les ordinateurs, les trucs, nos fringues, on voudrait les avoir, mais surtout pas à côté de chez nous, comme d'habitude. Et puis il y a aussi, bien sûr, les séries qui ramènent aussi la question de l'imaginaire, de la chimie. C'est pas anodin. Maintenant, la puissance des séries oriente les choses. C'est comme ça, il faut le prendre en compte, comme un téléphone et Instagram orientent les choses aussi. C'est le nouveau sujet, c'est une manière aussi de voir le paysage. Donc là, on est dans une chimie un peu lourde, avec la pétrochimie, des imaginaires la nuit qui s'allument, qui sont assez intéressants, et une multitude de lieux dans un paysage assez compliqué, avec le Rhône qui passe au milieu, des tas d'endroits où on ne peut pas aller, et des habitants aussi qui vivent au milieu de ça. Donc une chose très imbriquée, je ne vais pas pouvoir vous expliquer en détail. Mais la chimie, c'est aussi l'imaginaire qui est produit en ce moment sur la chimie, autour de nouvelles énergies, de la chimie verte, de la réduction des processus, qui explique aussi que les choses diminuent, c'est-à-dire on a moins besoin de place pour construire des choses et pour faire des produits, par exemple des PVC, on a besoin de choses beaucoup plus petites. Donc les tènements chimiques, les endroits où les industriels ont tendance à, finalement, les usines ont tendance à se réduire et laissent des grandes surfaces libres. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces endroits privés qui sont plutôt pollués? L'autre question, c'est celle des risques. Et là, on est finalement aussi dans l'imaginaire du risque. Ça, c'est la carte des risques. Avec en rouge, on ne peut pas y aller, mais il n'y a pas de barrière. C'est une zone administrative.
c'est marqué qu'on ne peut pas y aller. Le préfet dit personne là-dedans, même pas une personne par an, mais il y a l'autoroute qui passe au milieu, avec des bouchons d'entrée de Lyon, avec 30 000 personnes qui sont bloquées. Donc il y a une sorte finalement d'hypocrisie un petit peu dans ce système. Et ça, c'est voilà, des limites territoriales, des lignes qui sont là, qui sont très fortes, très évidentes. Est-ce qu'elles sont marquées dans le territoire? Pas vraiment, mais ça participe justement à ça. C'est un territoire qui a été énormément remodelé. Ce que vous voyez là, c'est un canal qui a été fait dans les années 50. Le Rhône a été bougé. Tout ça, c'était une grande zone humide écologique. Tout ça, ça a été remis à plat de manière un peu brutale. Et puis, il y a des îles qui sont là, des fausses îles. Hein. Il y a des ponts au milieu des îles, parce que c'était des champs. Tout ça, c'était relié. Mais qui sont inconnues. Il n'y a pas d'île, il n'y a pas de grandes îles à Lyon. Donc là, il y a un potentiel plutôt intéressant pour développer un imaginaire autour de ces îles. Et en tout cas, peut-être ouvrir un peu la question des futurs parcs et du développement de l'agglomération à horizon 50 ans. Comment on peut peut-être donner les bases du développement dans un territoire contraint. Le travail il s'est effectué surtout en résumant autour de trois grandes entités. La question des flux et des transports en commun pour re-irriguer ce territoire. Donc ça, je ne vais pas vous en parler. Comment on transforme des voies en, on va dire, TER comment on le raccorde au réseau urbain avec le même ticket de métro, par exemple. Et comment, du coup, en venant travailler là, on est à 7 minutes du centre. Alors que là, le cadencement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, il y a la question de l'usine énergétique, c'est comment on peut transformer ce territoire en une usine énergétique autour des chaleurs fatales qui sont là, et puis autour aussi du paysage, comment le paysage peut servir à ça. Et ensuite, comment on peut ramener un peu de paysage là-dedans, et comment on peut se promener, comment on peut ramener des choses simples, de parcours à l'intérieur d'un territoire contraint. C'est des sites énormes, les sites industriels. Là, vous avez l'aéroport de Lyon, c'est un peu la même surface. Quand on met tellement les uns à côté des autres, ça représente une surface assez importante, mais sur les 5000 hectares, ou on va dire la partie basse, 3000 hectares, finalement, c'est 1/10, alors que c'est ce qu'on voit. Tout le monde voit un grand site chimique, mais c'est 1/10 de la surface. Le reste, c'est des tas de choses, un peu dans tous les sens. Ce qu'il faut voir là-dedans, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la taille des parcelles. Les parcelles sont monstrueuses. Et dans la métropole, des grandes parcelles comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Et là, c'est peut-être finalement une des possibilités d'évolution et d'un schéma urbain un peu particulier, en tout cas de donner les bases d'un schéma un peu, d'une réflexion un peu différente. Ce qui nous sauve, ce qui peut nous sauver ici, c'est que c'est pollué. Et comme c'est pollué, il y a peu de pression sur des sites comme ça. Donc il faut peut-être regarder comment on les préserve finalement. Ça, c'est un des sites. Je crois qu'on avait un masque dans ce moment-là. Tout ça s'était construit, ça s'est réduit, ça s'est miniaturisé, et il reste des endroits comme ça où on ne peut quasiment pas faire un trou parce que c'est pollué, on ne peut pas évacuer parce que ça coûte, et comment on intervient là-dedans. Donc il y a une des solutions, c'est justement dans ce qu'on appelait ce métabolisme industriel, parce qu'on a vraiment, c'est un corps vivant, c'est un peu l'allégorie du corps, mais comment on peut infiltrer les choses, comment on peut trouver des entreprises qui seraient intéressées pour venir ici, s'installer et être en écho avec l'industriel qui est là. Qu'est-ce qu'il peut partager? Quels produits ils peuvent partager? Alors on imagine des tas de choses de recherche et développement, mais est-ce qu'il y a des questions paysagères, production de valeur qui peuvent être aussi celles-ci? Donc ça peut donner des images voilà, qui sont comme ça, comme on commence à ponctuer les sites à l'intérieur, autour de gestion, de traitement des terres par exemple. Et ça donne une nouvelle géographie du territoire industriel, avec des grandes parcelles renouvelées, des recherches et développement, des éléments qui peuvent commencer à ponctuer le site et à générer un peu comme une graine et à générer des systèmes un peu d'écho entre ce qui existe. Juste pour finir sur la question énergétique, le gros sujet, c'est la compétitivité industrielle au niveau mondial, parce que ce site, finalement, il parle de la mondialisation et il parle de l'équilibre entre les choses. Pourquoi je vous parle de ça et pourquoi ça a un rapport avec le paysage? Justement parce que si on va voir les industriels, on dit mais on a une super idée pour vous
vous avez un grand endroit, là on va planter, et puis vous aurez une ressource, et puis ce sera bien pour votre décor. Mais eux ils disent, ben, non, moi je ne sais pas. Si j'ai besoin de la parcelle l'an prochain, je ne veux pas qu'elle soit bloquée par une plantation, par quelque chose. Eux, ce n'est pas leur souci, et ils ne veulent pas de ça. Eux, ils veulent avoir la possibilité de réduire et d'augmenter si le site qui est en Chine est délocalisé ici, et ainsi de suite. Et ça s'explique énormément par la question du prix de l'énergie, notamment en concurrence avec l'Allemagne, qui a pas mal de panneaux solaires et de développement, qui a beaucoup investi dans le développement durable, où l'énergie est un petit peu moins chère qu'en France, puis elle est plus tenue en prix sur le long terme, et sur les États-Unis, qui eux ont le gaz de schiste. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça montre, ça met ça aussi dans la balance. En France, c'est un petit peu étranglé, donc ils font un peu attention à tout ça. Et donc l'idée, c'est de faire une usine énergétique métropolitaine, c'est-à-dire de faire de ce site un lieu qui produise une énergie à l'échelle de la métropole. Là, vous avez une figuration un peu de toutes les canalisations qui sont reliées entre tous les tènements, et peut-être à terme augmenter ce réseau et voir comment, par exemple, avec de la biomasse, avec du paysage, on arrive à rentrer dans ce système énergétique. Donc là, on s'éloignait un petit peu de la question de paysage, mais le système justement paysager, il est au cœur de ça, parce qu'on s'est retrouvé vraiment assez embêté au milieu des études, de dire qu'est-ce qu'on va faire, nous, paysagistes, qui est le mammouth du système, c'est-à-dire planter des arbres, c'est long, voilà, ça met du temps, et c'est pas du tout à l'échelle d'une réactivité de sites comme ça. Donc comment on installe les choses? Donc il y a une solution qui est la solution qu'on sait faire, qui est installer des réseaux verts, des choses pour commencer à rentrer dans ce site hermétique, notamment à l'échelle de toute l'agglomération. Comment on remet les choses en réseau et on développe le sud de l'agglomération autour de ce grand système de la vallée. Et pour ça, on a des paysages qu'on appelait gisements, c'est-à-dire il y a des choses qui sont là, mais on ne les voit pas finalement. Il y a des dévalements, il y a des tas de petites choses, il y a les îles, il y a des tas de petits paysages qu'on peut mettre en réseau. Et ça, il faut le coupler au risque pour voir où est-ce qu'on peut aller et comment on peut le valoriser. Et ça pose aussi la question du coup du futur, c'est-à-dire comme c'est des sites pollués, comme c'est des sites où qu'on ne regarde pas, et par exemple développer, on pourrait imaginer pour les histoires de réchauffement climatique, dire il faut dans toutes les villes un parc de 10 000 hectares pour aller se réfugier, un peu comme à Berlin, dans des endroits plus frais en 2100, et c'est maintenant que ça se décide. Mais au niveau politique, personne ne peut prendre la décision de geler 10 000 hectares à l'est de Lyon avec une pression. Voilà. Peut-être justement ces sites qui sont pour l'instant pollués, qu'on regarde un peu différemment, on peut commencer à installer ces systèmes-là, sans le dire presque, mais installer l'armature de ça. Et puis d'autres le reprendront, et ainsi de suite, et constituer les choses. Finalement, là, le risque et la pollution est peut-être une valorisation intéressante. Donc, il y a un travail autour, autour des parcs, autour de la valorisation juste de petits lieux comme ça, qui sont des endroits en encorbellement sur la vallée, sur le regard, et voir comment les gens peuvent revenir dans ça. Pour l'instant, ce n'est pas du tout valorisé. Les gens se retournent, bien sûr. Et pour ça, on a tout le travail cartographique, notamment, bien sûr, autour des cartes d'état-major du début, là, qui sont quand même l'essence un peu des villes contemporaines. Les cartes d'état-major, il y a tout qui est dessiné, c'est juste pas construit, mais quasiment toutes les lignes sont là, les lignes de constitution du territoire. C'est un super outil, les cartes d'état-major pour nous. Ça permet de revenir à l'essence du site, l'essence du lieu. Le travail sur les îles, les rapports à l'eau, et aussi sur ce qu'on appelait les lones. Les lones, c'est un terme lyonnais, c'est tous ces endroits qui sont inondés, et comment on peut en faire des lieux d'expérimentation autour de la question de l'eau, autour de l'augmentation des milieux humides, comment on peut valoriser tous ces éléments. Voilà, ça c'est après un orage, hop, c'est monté de 2 mètres, et ça redescend ensuite. Cela, on est vraiment dans l'imaginaire du paysage qu'on peut mettre en place. Et à l'intérieur de ça, il y a aussi tous les délaissés qui sont entre l'étainement, l'autoroute, et qui représentent finalement une surface qui est assez énorme, et voir comment on peut essayer de les valoriser. Donc ça donne un schéma entre les balmes, les îles, voir comment on peut les remettre en réseau pour juste passer d'un lieu à l'autre, ce qui n'est pas possible pour l'instant. Voilà, c'est pour l'instant notre ambition sur la stratégie paysagère de premier niveau, c'est-à-dire c'est de faire ça.
et d'essayer de relier ce système de boucles aux autres grandes boucles métropolitaines qu'on a dans le territoire lyonnais, autour des deux fleuves de la Saône et du Rhône, et puis autour de l'arc est métropolitain. Donc finalement, par le détail, ces petits chemins, on s'inscrit à long terme dans cette espèce d'armature forte qui peut donner les jalons pour le futur. Alors on a fait ça c'est ce qu'on sait faire, c'est voilà, le paysage classique, mais voilà, on se dit, bah justement, on est en train de transposer peut-être nos réflexes de paysagistes, en gros, qui faisons des parcs et qui vont faire des parcs partout, sur un site qui ne fonctionne pas comme un parc, qui fonctionne comme un site industriel. Donc on a essayé de trouver un terme, ça s'appelle la transnaturalité. Ça ne veut rien dire, et ça veut un peu tout dire. Voilà, c'est passer d'un état à un autre, et on a rajouté le mot nature, donc passer d'un état de nature à un autre état de nature. Voilà, ça nous fait penser à cette manipulation un peu chimique des choses. On a mis cette image qui n'est pas du tout de nous, mais qui est assez jolie en écho. Mais comment on peut faire les bases d'un paysage productif pour faire simple, la commande de la métropole, c'est faites beaucoup de choses, mais il faut que ça coûte rien du tout. Ou en tout cas, et si ça peut rapporter, c'est mieux. Et donc, en s'inscrivant dans le long terme, sur la question économique, voilà, on est un peu démunis. Donc on a regardé comment on pouvait essayer de mettre en place des systèmes pour répondre à cette plastique des territoires, c'est-à-dire aux tèlements qui grandissent, qui se réduisent, aux industriels qui arrivent. Comment, avec ce que je vous disais, c'est-à-dire ce côté un peu lourd du paysage, de la plantation, on pouvait mettre en place des choses, et comment la valeur paysage pouvait se transformer et pouvait justement être producteur de valeur, et notamment peut-être financière, il y a des tas de choses et qu'il faut essayer justement de lister. Cette ressource évolutive, c'est le sujet. Et pour ça, on a essayé de regarder les process qu'on peut mettre en place autour de cette transnaturalité. Et un des gros sujets, c'est la question des sols. Si on veut mettre des choses en place, il faut travailler le sol. Et le sol, c'est le grand absent du paysage. Le sol, c'est le grand absent de l'urbanisme. Le sol, on ne regarde pas le sol. Et c'est complexe le sol. Il a été chamboulé au fur et à mesure des temps. Et surtout ici, dans un endroit où on est passé entre ça à ça. Puis avant, là, il y avait 2 ans avant, c'était une grande zone humide. Les choses sont plutôt stériles dans la vallée. Donc si on veut planter, si on veut faire une production, il faut travailler le sol. Sauf que travailler le sol et lui redonner de la fertilité, ça veut dire justement, ça peut coûter de l'argent. Donc il faut trouver des techniques pour peut-être changer ça. Donc c'est ce qu'on a essayé de regarder. D'abord, on a listé les sites un peu comme un patrimoine génétique, c'est-à-dire on a fait un peu l'ADN des sites qui pouvaient recevoir cette transnaturalité, c'est-à-dire ce processus de paysage qui permettrait peut-être de produire de la valeur, en tout cas de faire un cadre paysager sans que ça coûte de l'argent. Difficile. On ne sait pas encore si on va y arriver, on est en pleine étude là-dessus. Donc on l'a fait avec ce système-là. On a un site, on regarde s'il est fertile, pas du tout, moyennement, dans quelle catégorie il rentre, quels sont ces adjuvants qu'il faudrait mettre dedans pour lui rendre des choses, combien ça coûte, et quel modèle économique finalement on pourrait mettre en place, et qui pourrait être intéressé pour venir sur ces sites, par exemple, pour faire de la dépollution des terres, ou des choses comme ça. Il faut que le privé arrive et se dise, là, on peut faire des choses, on peut améliorer votre qualité. Donc, on ouvre, c'est un peu à bras ouverts, on met le système en place et puis ensuite, on essaie de faire venir le plus de personnes possible. Donc, on a toute une famille de sites qu'on a repérés, qui sont soit des sites à tendance plus écologique, qui sont là, qu'on peut classer comme patrimonial, qu'on peut faire évoluer vers une structure de réserve, par exemple, dans 50 ans, pour avoir des morceaux de nature intacts dans la ville. Ça peut être un sujet. Voilà, des grands morceaux qui n'ont pas été tenus. Et puis il y a des sites qui sont plus infiltrés et qui, eux, peuvent accueillir d'autres personnes. Donc ça donne des processus. Donc on travaille là finalement, pas sur un plan, mais que sur des process. Le plan final, on ne le connaît pas, et je pense que je ne le connaîtrai pas à la fin. C'est plutôt mettre en place les process d'un paysage qui ne coûterait rien, mais qui changerait les choses. Voilà, l'ambition, elle est énorme. Mais il faut trouver les éléments qui permettraient d'avoir ça. On regarde les gisements qu'on a, on regarde l'ADN des sites,
on lui met des adjuvants, par exemple une terre, par exemple des structures de mycorhizes du sol, c'est-à-dire des champignons qui leur permettent de donner de la fertilité, par exemple des terres végétales, des terres moyennement fertiles, légèrement polluées, dont on veut se débarrasser, plutôt que les mettre en décharge, on les met ici, on plante, on attend, on a le temps à ces endroits, et on peut peut-être faire un grand lieu d'expérimentation autour de voilà, ce qu'on a appelé un peu cette transnaturalité. Finalement, le mot il est un peu, voilà, il est un peu fort comme ça, mais c'est aussi une question d'un préverdissement, c'est pour parler surtout du process. Et quand on met tout ça dans un tableau, il n'est pas terminé le tableau, on a toute une série de sujets comme le bois énergie, c'est-à-dire il y a par exemple, la caisse des dépôts qui plante, qui peut venir là recouper les arbres tous les 10 ans et qui paye pour venir dans des sites comme ça. On a la dépollution par les plantes, on a les circuits courte rotation autour de la biomasse, et voilà, il y a des tas de choses. Et peut-être ça peut donner des images un peu particulières de confrontation d'un paysage, en tout cas dynamique, qui est autre chose que des aliments urbains ou un code de la ville centre qu'on aurait transposé dans la vallée. Et c'est surtout ça qu'on essaie de chercher, c'est comment on ramène des morceaux de nature qui évolueront au fur et à mesure du temps et qui vont créer cette armature de paysage qui pourrait être repris par d'autres. Donc je vous disais, le préalable, c'est la fertilité du sol. Ça, c'est un gros sujet. Les sites, ils sont comme ça, c'est très peu fertile, donc la question de la terre dans les projets, elle est essentielle. Les prix de la terre augmentent fortement. Là, on a fait voilà, dans nos projets un peu, là, dans la Rourse, la moyenne, ça peut être 120 euros le mètre cube quand c'est 120 francs suisses, à peu près pareil. C'est très cher. À Lyon, on est à peu près à 25-30. Il y a 10 ans, on était en dessous de 20, entre 15 et 20. Quand on fait des projets, ça va très vite. Et puis, surtout, là, vous avez le projet de Lyon-Confluence. Les besoins en terre de Lyon-Confluence, à même échelle, c'est un champ qui a été décapé comme ça. Et les champs, ça, c'est pas la terre parfaite. Hein. C'est pollué, un champ, globalement. Hein. C'est la vallée de la chimie, mais les champs qui sont au-dessus, c'est aussi la vallée de la chimie. Hein. Donc, on n'a pas les éléments qu'il faut. Et comment on peut peut-être faire pour réduire cette question, préserver les terres? Est-ce que la vallée ne peut pas être un lieu de réceptacle pour ça? J'ai juste fait une petite inclusion d'un parc qu'on a fait à Lyon, ici, un parc de 3 hectares. On est arrivé là-dessus, c'est-à-dire rien, stérile, et là, un lieu un peu mélangé, bizarre. Mais on a fait beaucoup de sondages de sol et on a vu que là, finalement, il y avait une fertilité possible à réanimer. Et par ce travail-là, on a eu besoin de ramener très très peu de terre là-dessus, alors qu'on aurait pu ramener énormément et dépenser beaucoup d'argent pour ça. Sauf que l'argent, bah, du coup, on l'a mis dans autre chose. On l'a mis dans une aire de jeu, dans des choses qu'on n'aurait pas pu se payer si on n'a pas fait ce diagnostic avant. Voilà. Et l'enjeu, il est là. C'est des centaines de milliers d'euros dans les projets sur la question des terres et l'analyse un peu précise des terres. Voilà. Donc il faut essayer de rentrer un peu dans le sol pour regarder tout ça. C'est super important. Si on fait justement ce travail sur ce clos-laya, là, ce que je viens de vous montrer, on a ramené 2000 mètres cubes à peu près de terre. L'autre parc dont je vais vous présenter un peu le projet après, c'est plutôt 20 000 mètres cubes de terre. 20 000 mètres cubes, ça fait 40 000 à peu près kilomètres. L'empreinte carbone, elle est énorme. Tout ça pour un emblème qui est un parc paysager, qui est un peu dans l'écologie et tout. Sauf que derrière, la consommation carbone, elle est incroyable. Donc le travail des terres en place et l'amendement qu'on peut faire, c'est un vrai sujet, en tout cas, d'écologie. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme ressources sur site pour que ça ne coûte pas très cher? Par exemple, à Lyon, on a les limons profonds, qui sont des couches géologiques qu'on retrouve quand on fait des bâtiments, quand on creuse dans le sol, quand on fait un tunnel, quand on construit le grand stade. Et tout ça, pour l'instant, c'est mis en décharge. Alors que le limon, amendé par des produits de décomposition des végétaux, amendé par des champignons, amendé à d'autres choses, c'est un super terrain, c'est une super terre. Donc l'idée, c'est de valoriser ces filières, d'essayer de trouver la méthode, comment on peut valoriser ces filières-là pour réamender la vallée sur des terrains sans que ça nous coûte pas très cher justement, parce que pour l'instant c'est du déchet. Comment à partir des déchets de papier, de papeterie, on peut reconstituer des sols? Donc on bosse avec un bureau d'études un peu spécialisé là-dessus. Il y a un bureau d'études à Nancy qui fait de la recherche sur ces sols qui sont issus des déchets et qu'on reconstitue, mais finalement à la fin, la qualité est meilleure finalement que les sols qu'on peut prélever aux alentours. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Et du coup, la stratégie qu'on peut essayer d'avoir sur la métropole, c'est entre l'offre et la demande.
jamais, quand on fait un projet, l'offre se trouve au même moment que la demande. Ça n'arrive pas. Hein. On ne peut pas appeler un mec sur un chantier en disant « tu me livres un camion de ça ». Ça, c'est quand on est chez nous ou quand c'est miraculeux. Par exemple, pour le parc Blandan, on a eu 2 mois de décalage. Boum, on n'a pas eu les terres du grand stade. Elles sont parties en décharge. Et donc, peut-être travailler autour d'un lieu de stockage dans la vallée, un lieu de réserve, qui permettrait justement de temporiser ces trucs, qui permettrait aussi de rendre de la fertilité, de planter, de faire des stratégies végétales de préverdissement, et pourquoi pas de faire, on va dire pas gratuitement, mais à moindre coût, des paysages éphémères qui durent 1 an, 10 ans, 20 ans peut-être, mais qui sont là, dans lesquels on peut repiocher. Et du coup, tout ça, ça génère un paysage un peu process assez particulier. On en est là. On a 4 ans là encore pour développer tout ce système-là. Et ensuite, on prend les outils du paysagiste, c'est-à-dire la plantation des forestières, des choses qui ne coûtent pas cher, et on trouve tous les systèmes possibles et inimaginables pour donner de la diversité à installer dans ce... Voilà. Peut-être qu'il faut que je me dépêche un petit peu. 8 manipulations paysagères, elles ne sont pas très très longues. Là, on va faire un saut d'échelle on a mis installer les conditions de l'appropriation des nouveaux territoires. Il y avait un concours qui était à Berlin qui était plutôt intéressant, qui est constituant aussi pour l'agence sur le concours de l'aéroport Tempelhof, un aéroport un peu marqué de Hitler, 300 hectares à peu près au centre de Berlin, un vide total. C'est un concours d'idées, on a été plutôt bien sélectionnés, il y a eu des quarts finales, des demi-finales, un peu comme à Roland-Garros. On est arrivé en finale, on a perdu, mais bon, c'était plutôt intéressant. Sur un grand site ouvert, hein, le vide, ça fait toujours peur. On dit que les paysagistes savent manier le vide et tout, quand même ça fait peur. 2 grandes pistes énormes, un parkway autour, un taxiway autour. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc là, on a pris ça un peu comme une figure de territoire. On dit, c'est un vrai territoire, sauf qu'il est vide. Il y a une écologie qui est là, de milieu ouvert, mais est-ce qu'on ne peut pas faire justement un système autour de villages thématiques, comme dans la plaine de France, où on aurait un village sur une thématique, un autre village, et puis on irait d'un village à un autre village, comme si on allait voir un voisin, comme si on habitait dans la Beauce, autour de Paris avant, et à chaque fois on aurait plusieurs thématiques. Il fallait conserver beaucoup d'espaces ouverts pour l'écologie en place, et on a constitué le projet de cette manière, avec des thématiques de ferme, des choses incrustées dans le sol, des choses qui émergent, tout un milieu et tout un imaginaire qui peut se développer sans faire trop d'illusions sans faire trop de rapport avec l'aviation, parce que ce n'est pas très intéressant, en tout cas là-dessus, mais on récupère des gros morceaux qu'on n'aurait jamais rêvé dessiner, comme ces grands systèmes en béton, des pistes d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'était un site qui fonctionnait déjà, donc on partait d'un site avec des habitudes sur les gens, jardin clandestin pour s'extraire justement peut-être de ce milieu un peu archi-ouvert. Le fait d'être clandestin, ça a de la valeur dans un grand milieu ouvert, c'est ça qu'on cherche. Et puis, il n'y a rien de plus embêtant quand même que de faire du vélo sur un grand site ouvert avec du vent de face, donc peut-être trouver des systèmes pour un peu prendre de la vitesse, lancer, voir le paysage un peu autrement. Ça, c'est des manières dont on fonctionne, et du coup, j'ai mis... ça m'a fait penser au projet d'Europa City, qu'on développe aussi, enfin que l'agence Big développe, et nous on est avec eux, sur un projet qui est au nord de Paris, d'un grand centre commercial qui fait à peu près 60 hectares, juste le bâtiment. Donc le rapport entre les deux est assez surprenant. Nous, la mission là-dessus, c'est le toit. Qu'est-ce qu'on fait sur ce toit? Comment on anime cette espèce de territoire hors sol sur des terres agricoles? Il y a un gros sujet, mais qui sont aussi polluées, mais voilà, il y a un gros sujet. Je ne dis pas que c'est bien de faire ce style de bâtiment, j'en sais rien. Ça rentre dans une logique mondiale, à côté des aéroports. Voilà, c'est un peu l'emblème de Paris, mais n'empêche que ça va sans doute se construire et qu'il y a une réponse à faire comme paysagiste sur l'animation de ce grand parc. Est-ce qu'on peut faire des territoires de culture? Ça peut être intéressant. Comment on perçoit le territoire du nord de Paris? Quelle programmation on peut avoir sur ces toits pour en faire un grand parc? Et finalement aussi le détail, c'est-à-dire comment on fait pousser des choses à l'intérieur et comment on peut avoir une réserve de sol. Vous savez, les toits, souvent, il y a peu d'épaisseur et c'est assez limitant. Si là, on veut avoir un vrai parc, il faut trouver une bonne épaisseur. Là, on est plutôt à
entre 60 et 80 cm. Donc là, tout le monde crie au scandale parce que ça fait des poutres hyper lourdes. Donc il faut trouver les systèmes avec du verre expansé très très léger. On est en train de chercher, de faire des expérimentations pour essayer de trouver, c'est une boîte suisse qui fait ça, par exemple mise à port là, qui est plutôt intéressante, pour voir comment on peut faire un vrai milieu fertile en toiture, mais qui a de l'épaisseur, dans lequel on peut considérer qu'on aura un nouveau sol peut-être à travailler. Il y a des références, il y a tout un usage à développer, complètement hors site. On ne se raccroche pas sur des choses, donc ce n'est pas évident. Et puis il y a l'entretien qu'on doit faire d'un site pareil de 60 hectares. Alors, il y a les animaux, c'est sans doute un sujet. Ensuite, installer les conditions du vertige, l'épreuve et l'imaginaire. C'est toujours ce truc d'installer les conditions, parce qu'au fur et à mesure, ça va évoluer. Autour, l'aire de jeu de Paris et Belleville, qu'on a gagné en 2005, autour d'une concertation des habitants qui voulaient une aire de jeu surprenante, nouvelle et basée sur le risque. Quand on a vu l'appel d'offres, on a un peu été surpris, parce que normalement, c'est pas ce qui sort des concertations, mais c'était le cas. On a pris cette photo de Willy Ronis, là, à Belleville, où les petits-enfants s'accrochent dans les grilles de métro. On ne maîtrisait pas trop la 3D à l'époque, donc on a fait plutôt une maquette, mais heureusement qu'on a fait une maquette. Ça nous a permis de concevoir le site, qui est en pente à 30 degrés. Et ça a donné un lieu comme ça, dans le parc de Belleville. Il y avait une aire de jeu qui existait, qui ressemblait un petit peu à un fort d'Indiens avec des poteaux. Et on en a fait un objet qui est ni un bateau, ni un fort, ni un avion, qui est un espèce d'objet qui s'installe. On en a profité pour refaire la structure du sol, qui s'écroule, il y a des carrières de gypse en dessous. Mais en tout cas, il y a à l'intérieur une idée de progression. Tout ça pour arriver à cet endroit qui est le Graal, qui est la tour robot, dans lequel on voit la tour Eiffel en haut. Et l'idée, c'est de se tester quand on est enfant, de monter là, de passer dans les trappes qui sont ici, il y a des petits toboggans souterrains aussi, mais de retrouver cette notion du risque. Et finalement, on y arrive. Il faut juste travailler doucement. Les enfants, ils ne sont pas fous, hein. Les enfants, ils ne se jettent pas dans le vide. Ça arrive jamais. Ou alors, ce qui est peut-être un problème, mais ça n'arrive pas. Donc, ils peuvent se faire pousser. Donc là, c'est un sujet. Mais en tout cas, voilà, là, ils ont des petits éléments pour dire à leurs copains, je suis arrivé au premier niveau, je peux revenir, et ainsi de suite. Et je pense que marquer des objets dans des sites, dans la ville, où on peut revenir, où on a cet imaginaire qui se développe, je pense que c'est assez important. Il faut trouver. Les jeux d'enfants qu'on voit partout, ils sont très bien, ils sont plutôt bien travaillés. Mais est-ce qu'on a suffisamment d'imaginaire à se développer? C'est une question. Une autre aire de jeu qui est en banlieue de Bordeaux, autour de grandes tours qui ont été rénovées par l'agence d'archi Lannes. Et là, on est parti plutôt sur la cabane, c'est-à-dire l'inclusion au milieu de ces grandes tours. En bois aussi, structure comme un espèce de cabane perchée, un peu bateau aussi, dans lequel on rentre par-dessous, sur un territoire assez minéral. On est sur dalles de parking, on peut quasiment rien planter. Et autour, on a plutôt beaucoup de végétation. Donc on est dans le contraste finalement. C'est un projet assez contrasté où on est très vert derrière les tours et au milieu assez minéral. Voilà, c'est un endroit où on rentre par-dessous seulement, il n'y a pas d'autre accès. On a des petits toboggans, on a des petites cabanes et là, les choses se font au fur et à mesure. On n'a pas besoin de faire grand-chose, les enfants trouvent leur truc. Troisième, dernier né un peu de cette famille, puis après on arrête les heures de jeu un peu compliquées parce que c'est quand même compliqué. C'est au parc Blandan, dans Lyon, une ancienne caserne. Ici, sur une grande place d'armes qu'on a rénovée, on a cet objet qu'on a souhaité installer, qui est justement un lieu d'attrait dans ce vide, qui est une programmation qui fonctionne avec la place. Laisser la place toute seule, ça nous semblait un peu difficile pour garder un peu la codification de la grande place d'armes militaire. Donc on a installé une aire de jeu. Elle n'était pas prévue au programme. On a choisi de réduire la qualité de certains matériaux pour générer une partie de l'argent pour produire cette aire de jeu. Ça nous semblait nécessaire. Elle fait 1000 m², elle est entièrement en bois, elle s'appelle la vague des remparts, c'est un peu sur l'imaginaire de l'assaut des remparts. Elle est en acacia, on a une coursive tout en haut, donc on monte dans des tout petits tunnels hyper étroits, spécialement faits pour que les parents ne puissent pas trop monter, donc un peu difficile, avec des couloirs très étroits. Et on a des cheminées dans lesquelles on monte, et puis on redescend par les toboggans. Les enfants, ils font ça toute la journée. Et là aussi, il y a cette histoire d'épreuve et de risque. On peut se faire un peu s'égratigner, mais on ne peut pas avoir de gros problèmes là-dessus. Donc avec ça, on bosse sur
sur ces sujets avec un bureau de contrôle qui nous aide en amont. On ne peut pas dessiner et puis essayer de faire vérifier les choses parce que sinon on n'y arrivait pas. Mais en tout cas, quand on est un peu débordé, il peut y avoir 600 enfants. Ce qu'on a un petit peu négligé, c'est le bruit que ça génère à 600 enfants dans une forme parabolique comme ça. Mais heureusement, il n'y a pas trop de... Voilà. Et puis les parents qui... Voilà, c'est moins agréable pour eux parce qu'ils sont un peu voilà, au soleil sur le côté. Donc, et à développer parce que ça, c'est bien aussi. Des maquettes de paysages, des maquettes de territoire. On peut imaginer de faire les Alpes. On fait les Alpes en jeu de billes énorme sur 200 mètres. Et on se balade dans les Alpes, dans un territoire. Comme ça pourrait être un vrai sujet d'aire de jeu qui pourrait être intéressant. Et dernière grande partie, c'est installer les conditions de la nature urbaine. Donc c'est le parc Blandan, donc, où il y a cette aire de jeu, à Lyon. L'aire de jeu est ici. Une ancienne caserne militaire de 19 hectares qu'on a gagnée en 2011, dont une grande partie du parc a été réalisée. Il y avait une demande de concertation d'un oasis vert, de nature en ville. Voilà, donc c'est ce qui sort toujours de la concertation. Avec, ça a été abandonné par les militaires. On a un petit château 15e, des anciennes douves qui ont été ensuite transformées, réduites en casernement. Donc ils ont posé les casernements sur les remparts, le sol a été inversé, donc encore se pose la question de la structure des sols, notamment dans la plaine alluviale du Rhône où on met une goutte d'eau et elle descend à 10 mètres en une seconde. On est dans un milieu sec de sec, hein, très continental. Et voilà, on avait beaucoup de choses en place, donc c'était même pas il n'y a pas de question par exemple de dessin là-dessus, il n'y a pas de question d'esthétique de plan, parce qu'il y a le plan militaire, il était parfait, la question était plutôt sur l'imaginaire et comment on peut évoquer le patrimoine militaire, évoquer la question des grands espaces, des forts, des points d'attaque, des fronts, d'une autre manière, par des passages étroits, par des points de vue, par des cadrages. Voilà. Le génie, quand il calcule les trucs, c'est au millimètre, nous un petit peu moins, mais ça permet d'inventer une histoire sur ce site, et pas de faire du pastiche militaire, par exemple. Là, c'est le site en travaux, il y en a 1 an de travaux, c'était court, on voit tout ce qui a été retourné. Avant, on avait ça. Quand on arrive là-dedans, on se dit, ben, parfait, on ne change rien. Sauf qu'il n'y a pas de parc autour, il n'y a pas d'espace public. Donc il y a potentiellement à peu près 20 000 personnes qui peuvent venir en une journée d'été ici. Donc ça ne résiste pas à 20 000 personnes. Mais on partait d'une structure végétale assez intéressante, notamment une zone de manœuvre comme ça, qui était vide et qui s'est, au fur et à mesure du temps, sur 15 ans, remplie d'une friche plutôt intéressante, assez diversifiée, qui n'était pas relevé, qu'on a relevé nous-mêmes. Donc là, on a pris nos maîtres, mais c'était le sujet pour trouver ce qui était intéressant, voir ce qui avait de l'avenir, et préserver des lieux, et en retravailler d'autres, et à l'intérieur de ça, planter peut-être à long terme une chaînée. Donc on a des tas de petits chênes partout, qui à terme, dans 60 ans, feront une grande chaînée, mais qu'on ne voit pas, qui est là, sous-jacente, qui va prendre le relais de cet endroit. Et pour l'instant, on permet juste aux gens de rentrer à l'intérieur. On a travaillé un peu de gestion. Tous les éléments de broyage et des coupes, on les a mis en défense. On essaie de recycler le maximum et ça donne un lieu comme ça, qui n'est pas inintéressant, en tout cas qui est un vrai extrait de nature en ville, qui est un extrait d'un état à un moment, qui va évoluer, mais où on sent l'humus, on sent les choses. On est au nord et ça nous paraît assez important et ça donne des confrontations comme ça, d'arbres qui se sont mis là. Et les autres arbres qu'on a mis en place, qui sont dessous, vont monter. Ça va donner des confrontations de paysages aussi surprenantes, qu'on ne maîtrise pas complètement, mais qui doivent être gérées au fur et à mesure du temps. Et puis, il y a le travail peut-être du recyclage. Alors, c'est un peu un clin d'œil, mais je pense que c'est important aussi de faire des clins d'œil pour les gens, pour qu'ils comprennent. On a gardé les dalles enrobées, on les a mis sur le côté. Ça fait des pièges à graines. Ça permet de garder de l'humidité. On peut planter ça. Et du coup, les choses poussent assez vite parce que les pieds sont dans un milieu plutôt frais. Donc, c'est des petites techniques. Et les gens comprennent facilement ça. Ce n'était pas évident au niveau politique d'assumer des endroits où on découpe les dalles et on les laisse de cette manière. Il y a des passerelles pour passer dans les arbres. Et il y a d'autres endroits où on peut se poser. On a juste travaillé, défriché un peu, mis du gravier, posé des mobiliers. Et voilà, et l'usage, il se crée dans ça. On n'avait pas de l'argent pour refaire tout l'ensemble, donc il fallait faire des grands choix. Et ça a donné voilà, un milieu dans lequel on peut, comme ça, se promener. Et dernier point, c'est la question du sport en ville qui est assez présente, nous, dans nos projets.
notamment ici à Blandan, parce que, je vous l'ai dit, autour, il n'y a pas grand-chose. C'est un quartier, le 8e, 3e, là, de Lyon, qui est assez déshérité hein, en espace de partage, il n'y avait rien. C'est-à-dire pour passer d'un côté à l'autre du quartier, en plus il y a un cimetière, c'est bloqué. Donc le parc, il est venu refaire un lien finalement. Mais on ne voulait pas que ça soit juste un lien, c'est-à-dire qu'on passe, mais qu'on y ait une expérience le plus possible. Et on avait des dalles qui étaient les anciens hangars qui ont été détruits, avec des qualités différentes, des sols fissurés, des choses comme ça. Et on s'est dit, ben, il y a la possibilité de faire des choses, c'est fissuré, ok, mais c'est pas grave. Refaire ça entièrement en béton, ça coûterait 600 000 euros. C'est 600 000 euros qu'on ne mettra pas dans un usage. Donc on a décidé de les garder, de découper, de replanter, de travailler les sols, de justement ramener des limons profonds pour garder l'eau, adapter la végétation. Il n'y a pas du tout d'arrosage. On a planté très tôt, très petit, ça s'est énormément développé. Si on plante bien, très tôt, avec les bonnes plantes, il n'y a pas besoin d'arrosage, et ça c'est sûr. Même à Lyon, qui est très continental, où il peut faire voilà, 45 pendant plusieurs jours. Ça, c'est 1 an après l'implantation, on a planté très petit, mais vous voyez, ça s'est déjà développé. On a installé donc un milieu sportif, finalement, au milieu de ces dalles, en inclusion, en reprenant des peintures sur les dalles, en faisant des terrains, en remettant une petite halle, en faisant un terrain de foot, et en coupant les choses. Voilà, il y a une stratégie finalement de percolation qui s'est faite sur ces dalles, avec même des lieux qu'on a gardés entièrement, comme des lieux de réserve, en se disant qu'il y a des nouveaux usages qui vont arriver dans les parcs, on ne les connaît pas dans 10 ans, c'est peut-être bien d'avoir des lieux en stand-by comme ça, et puis en attendant, bah, ça fait une écologie de milieu ouvert, il n'y en a pas beaucoup non plus dans les parcs, en tout cas à Lyon. Et les usages se font, c'est très surprenant. Tout ce qu'on peut imaginer dans les perspectives de concours, où on imagine mettre des gens qui font n'importe quoi, ben, on est vraiment en dessous de la réalité. Hein. Les gens font n'importe quoi dans les parcs. Ils font du golf ensemble, ils font de la corde à sauter, tous ensemble, ils arrivent le soir. Voilà, il faut donner juste les conditions de ça, c'est-à-dire des endroits où on peut programmer des choses, il faut juste des endroits aussi simples où on ne programme rien. Même dans le skatepark, il y en a qui font leur jogging ou du parcours. Hein. Vous savez, le parcours, c'est faire du sport sur les agrès. Voilà, dans la ville, ils prennent le skatepark comme parcours. En tout cas, ça crée une vraie dynamique d'animation. Ça manque des sports gratuits comme ça, en tout cas nous à Lyon. Et avec juste un mur, on arrive à faire des choses. Vous voyez, il y a des gens, c'est pas lui, il vient souvent, et puis il y en a d'autres qui viennent faire, ils s'installent là. Je ne sais pas pourquoi ils s'installent à cet endroit-là, c'est très surprenant. On a travaillé aussi donc un mobilier très particulier. On a comme des meubles, il y a 20 modèles de meubles qui sont différents pour s'installer un peu différemment dans l'espace, soit se mettre de manière à plusieurs sur des sites pour réviser par exemple le bac, ou avoir des choses un petit peu séparées. Donc ça c'est ce qu'on travaille, des lieux sur l'usage et répondre à peut-être une manière de comprendre comment on vit l'espace public de manière contemporaine, parce que le téléphone change beaucoup de choses et les relations qu'on a aux hommes changent énormément. Et l'espace public change moins vite. Hein, on est sur des codes très classiques. Hein, la rue, le trottoir, c'est des codes très classiques de la... Voilà, il faut essayer de trouver comment on peut répondre à ça dans les concours. Voilà. Merci.